Bonjour Éric de Sarriat, Bonjour. bienvenue à notre chaîne Castelet qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, je m'appelle effectivement Éric de Sarriat. J'ai commencé la marionnette avec Philippe Gentil en 1988. Avant cela, fallait pas me parler de la marionnette parce que moi, je voulais faire du théâtre en tant qu'acteur et marionnettiste, c'était un peu pour moi les acteurs qui réussissaient pas, c'était pour les enfants, enfin voilà. Et puis avec Philippe Gentil, j'ai compris que c'était pas tout à fait ça et c'est lui qui m'a formé et ensuite, je suis devenu assistant à ses stages et puis ensuite à ses créations. Donc, grosso modo, je me présente comme, sous l'angle de la compagnie Philippe Gentil, exclusivement, je dirais, en tout cas pour maintenant, voilà, Et voilà. du coup, tu as une formation de théâtre? Oui, j'ai une vague formation, de théâtre, parce que j'ai suivi donc, c'était en 81-82, début des années 80, j'ai suivi des écoles privées de formation, théâtrale dans lesquelles tu payais et tu étais comédien. À partir du moment où tu payais ton adhésion, ta cotisation mensuelle, tu étais tout de suite, considéré comme comédien. J'ai fait donc, une année dans une école qui s'appelait l'Entrée des artistes, qui était dirigée par Yves Pignot, qui était un très bon professeur et un très bon acteur aussi, il doit toujours l'être d'ailleurs, qui était, à la Comédie Française par moment et qui était un ancien professeur de chez Florent et qui était très bon pour le travail de scène. Et dans ce travail, j'étais pas mauvais, je pense, j'étais pas terrible, j'étais pas je sais pas, mais il y avait un travail d'échauffement corporel que j'aimais pas, commencer à faire et que j'appréciais petit à petit. Donc ça, c'était un peu le classique, c'était l'école française. On préparait au Ça préparait plus ou moins au conservatoire, mais moi, à ce moment-là, j'étais limite d'âge, j'avais fait mon service militaire et puis je visais pas les conservatoires, je visais pas les écoles, mais heu, ensuite, je suis parti dans une autre école qui était plutôt une école style américain, style acteur studio, qui était dirigée par un Argentin. Ils étaient très forts, à l'époque, sur, la méthode Stanislavski, sur Lee Strasberg, sur le travail, psychanalytique, les Argentins étaient très bons, les écoles étaient très bonnes et c'était un Argentin qui s'était exilé suite à, la dictature et il avait ouvert un cours qui s'appelait La Forge, rue de la Forge Royale et on faisait beaucoup de travail de relaxation, de mémoire sensorielle et j'étais un peu dans ce travail mais à l'issue de ça, je suis rentré dans la compagnie Philippe Gentil et c'est Philippe qui m'a formé à la marionnette parce que, au niveau marionnette, j'en avais jamais fait. Au niveau mouvement, je n'aimais pas beaucoup ça, je n'avais pas fait non plus, pas vraiment. Au niveau de la danse, n'en parlons pas, enfin, la danse, je ne savais pas comment compter, je n'étais pas un danseur, né. J'étais mais quand même un peu comédien parce que quand j'étais jeune, dans mon enfance, je me souviens que j'aimais bien écrire des sketchs et jouer les sketchs dans la cour et j'aimais beaucoup ça et quand il a fallu choisir mon métier, je me suis rappelé qu'avant mon adolescence, j'aimais bien faire des spectacles et écrire des choses et jouer, que j'avais une petite cour qui était autour de moi, dans la cour de récréation et que c'était assez drôle et en plus, j'imitais aussi pas mal avant que ma voix ne mue, j'imitais les hommes politiques, voilà. Donc j'étais un peu, dans le stand-up, dans les choses comme ça et puis après ça, est venue l'adolescence et la crise d'adolescence, tout ça s'est oublié et puis,
au début des années 80, quand je me suis dit: «Bon, bah, Éric, il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie», je me suis souvenu que j'avais comme ça eu des velléités théâtrales et donc j'ai commencé à faire une formation, et c'est ma mère qui m'a dit un jour: «Ah regarde, j'ai trouvé, il y a un stage pour toi, stage devant la caméra», et donc bah, j'y suis allé et puis au bout de 2 mois, ah non, pardon, au bout de 2 semaines, les animateurs ont dit: «Bah non, c'est on n'a pas suffisamment de monde, dans le stage, on ferme, on arrête». Et il y avait un des gars qui suivait le stage, qui travaillait dans une école, justement l'école L'Entrée des artistes de Yves Pignot. Donc j'étais un peu désarçonné, il m'a dit, «Bah écoute, viens dans notre école, viens dans mon école, tu vas voir comment c'est, tu verras». Donc je suis allé, dans cette école. Il y était acteur, mais aussi, un peu secrétaire. Bon, je commence à payer, bon, et je fais, et là, au bout de 2 mois, le Yves Pignot nous dit: «Bon, on ferme. On ferme l'école parce que ça va pas». Voilà, donc ils ont fermé l'école et moi, je me suis dit: «Bon, bah, écoutez, on va essayer on va attendre un peu, voilà». Et puis ils ont rouvert l'école et puis voilà, donc après j'ai suivi cette, et c'était une très belle, une belle période, et puis, ensuite donc je suis parti, dans cette école, dans cette première école, on on était très, très comment dire? Peut-être, on travaillait pas, on était très fainéants. Les acteurs français, enfin bon, je ne veux pas parler pour les acteurs en général, mais je sais pas, en tout cas moi j'étais très paresseux, il y avait pas d'échauffement, il y avait pas de préparation, on entrait directement sur scène et on avait bu un café avant pour chauffer un peu les cordes vocales et puis, on y allait comme ça et donc bon, mais on se retrouvait beaucoup au café, et puis on tapait aux portes des directeurs de casting ou des prods, on allait à l'ORTF à l'époque, Mais donc c'était dans une visée, cinématographique plutôt que c'était, théâtrale? on tapait partout, on tapait partout. On tapait partout. Bon, là où tu bon, il y en a, ça a fonctionné, d'autres ça a moins fonctionné, et moi, après un moment, je me suis dit: «Bon, ouais, mais bon, quand est-ce qu'on travaille vraiment?» Et j'ai découvert, le travail d'Edgardo Luzzi, le directeur de cette école, argentine, qui était donc, La Forge, et là, j'ai vu qu'il y avait du travail. Là, il y avait un travail régulier à faire, il y avait un travail de relaxation, un travail de mémoire sensorielle. Il y avait vraiment une recherche, qui, voilà, qui était intéressante et bon, voilà, donc j'ai fait ça et puis après j'ai commencé à travailler bénévolement. Je travaillais dans un petit théâtre qui s'appelait le théâtre Les Déchargeurs, qui était rue des Déchargeurs, aux Halles, et donc le metteur en scène était aussi le directeur du théâtre et un jour, Philippe Gentil, il connaissait Philippe Gentil. Et d'ailleurs, Philippe avait joué dans ce théâtre et moi, j'avais vu un spectacle de Philippe Gentil qui s'appelait Sigmund Feliz et il jouait avec sa femme, et Philippe jouait et j'avais été très impressionné par ce spectacle, qui était une petite forme, de théâtre, à gants, les personnages donc étaient au bout des gants, la tête était grande comme ça et puis ça C'était c'était une très, salle, grande comment? un petit peu, presque plus petite que le théâtre aux mains nues, là où on est actuellement, mais enfin, c'est à peu près l'équivalent, je dirais, un peu plus petit encore. Heu, un le plateau était à peu près comme ça, mais la salle était plus petite et enfin bon, pour il y a peut-être une 80 sièges, peut-être 80-90 personnes maximum. Et la scène était de la même taille, 5 6 par 5, grand maximum. Et donc j'avais vu Philippe Gentil et puis, des années plus tard, Philippe Gentil cherchait des comédiens. Et il avait téléphoné à Vicky Messica, le directeur de ce théâtre, directeur et metteur en scène, et il lui avait dit: «Je cherche des gens, tu aurais pas des gens à me conseiller?» Et Vicky a dit: «Mais viens, viens, viens voir le spectacle que j'ai monté, tu verras, il y a des». Et je pense qu'il pensait à mon partenaire, je jouais à l'époque, une pièce, donc qui s'appelait, Les Fils du Soleil, qui était la rencontre entre et la vie commune entre Verlaine et Rimbaud, lorsque Rimbaud arrive à Paris, sous l'invitation de Verlaine et découvre que Verlaine est un très grand poète, mais un petit homme, qui tient à sa femme, très bourgeois, et alors que
Rimbaud était vraiment ailleurs. Donc il y a un clash. Mais voilà, Verlaine était quand même profondément impressionné. Tu jouais qui? Et je jouais Verlaine. Tu jouais Verlaine. Je jouais Verlaine, qui était un peu un loser quelque part. Bon, quand, quand, quand je. Bah, donc tout à l'heure, j'ai dit que c'est ma mère qui m'avait proposé il m'avait dit faire le stage. Bon. Mais c'était mon père qui, un jour, m'a dit: Ah, tu devrais aller voir Vicky Messica, le directeur du théâtre des Déchargeurs, tu verras. Et moi, je suis allé. D'abord, je n'avais pas envie d'y aller, donc, parce que mon père me l'avait dit, donc je ne voulais pas y aller. Donc, j'y suis allé quand même, au bout de quelques mois, après que mon père m'ait relancé 2-3 fois. Et finalement, j'y vais, et je vois une pièce de théâtre où il jouait, et il était très mauvais, Vicky. Et donc, à l'issue du spectacle, je sors, je l'attends quand même auprès du bar, parce que, bon, mon père m'a dit: Ah, tu sais, tu devrais, bon. Et je l'attends, et donc il sort de son vestiaire, et puis de sa loge, pardon, et puis là, il y a plein de monde qui l'attend, et moi, j'attends, et tout le monde lui dit: Ah, bravo, c'est formidable, c'est formidable. Moi, je pense que c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis finalement, je pars. Et puis, un an après, donc à peu près c'est la même scène, mon père me demande, je dis: Oui, je l'ai vu, mais bon. Ok, bon. Un an et demi après, je vois une annonce comme quoi, il y avait une affiche comme quoi Vicky Messica disait des poèmes. Or, c'était pas un très très bon comédien, à mon avis, mais c'était un excellent diseur de poèmes. Ça, c'était du grand art. Pour moi, c'était le Léo Ferré de la poésie. Et donc là, je vais l'écouter, et là, c'était fort. C'était fort. Donc, même chose, à la fin du spectacle, je sors, je l'attends au bar, il sort de sa loge, les gens, bravo, bravo, bravo. Hein. Et là, j'attends, et là, quand les gens sont partis, je me dirige vers lui, je dis: Je suis, et là, il m'arrête, il me dit: Oui, je sais qui vous êtes le fils de Gérard de Sarriat, mon père, enfin, bon, bref, mon père, et il y a un an, vous étiez là, aussi, au coin du bar. Je dis: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis, un jour, je suis allé le voir. Bon, on a lié amitié. Je suis allé le voir pour faire une mise en scène et pour aller jouer dans son théâtre. Je croyais qu'il me l'aurait fait gratuitement. Il m'a dit: Non, ce sera 1000 euros par soir. 1000 francs, pardon. À l'époque, c'était des francs. 1000 francs par soir, 300 euros environ. Et moi, c'était pour moi déjà une somme colossale. Et donc, finalement, je suis revenu vers lui quelques temps après. J'ai dit: Non, je ne vais pas le faire. Tu vois, je ne me sens pas très bien. J'étais un peu dépressif et tout ça. Et puis, il me dit: Mais c'est marrant parce que ce que tu décris de toi, la façon dont tu es, comme ça, tes hésitations, ça me fait penser au personnage que je suis en train de. Je cherche un acteur pour jouer le rôle de Verlaine, et tu pourrais faire le rôle de Verlaine. Moi, je lui ai dit: Bon, écoute. J'étais réticent parce que je ne voulais pas que ça vienne de mon père. Je ne voulais pas que ça soit parce que il était le copain de mon père. Je lui ai dit: Bon, écoute, moi je veux bien, mais je fais un essai, puis si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et finalement, ça a marché. Et avec moi, j'avais un très beau garçon qui jouait le rôle de Rimbaud. Et je pense que quand Vicky a dit oui, à Philippe Gentil, tu verras, il y a des acteurs, etc. Je pense qu'il pensait un peu à Bruno. Il s'appelait Bruno, il s'appelle Bruno, l'acteur qui était avec moi. Mais bon, Philippe aimait, oui, parce que Philippe ne se déplaçait pas sans sa femme, Mary Underwood. Ils ont vu le spectacle. Et moi, je commençais le spectacle, je faisais le poirier, donc la tête en bas. J'arrivais, je me mettais la tête en bas et je commençais à parler. Et donc, la première image que Philippe et Mary ont de moi, c'est moi la tête en bas. Et ils ont gardé ce souvenir, et je trouve ça assez drôle. Et puis à l'entracte, il y a Vicky Messica qui vient me voir et qui me dit: Il y a Philippe Gentil dans la salle, il aime bien ce que tu fais. Bon, il ne fallait pas trop me dire ça me tendait un peu, mais bon, j'ai essayé d'oublier ça, et puis j'ai fait. Et puis après, Philippe m'a proposé donc de participer à une audition qu'il donnait avec Christian Carignon. Christian avait arrêté, mettait entre parenthèses la compagnie de l'échelle qu'il avait créée avec Cathy Deville, et tous les deux intégraient la compagnie Philippe Gentil pour jouer le spectacle des Rives, que j'ai donc, où je suis rentré dans cette équipe. Il y avait aussi Pascal Blaison. Donc Pascal Blaison, Christian et Cathy étaient d'office dans l'équipe. Ils cherchaient donc encore 2 interprètes. Et donc j'étais le 4e ou le 5e interprète. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est Philippe qui m'a formé à la marionnette finalement.
Mais ça veut dire quoi, il t'a formé? Qu'est-ce qu'il a fait pour te Ben, c'est former? lui qui m'a appris toutes les questions de points fixes, d'axes, d'impulsion, de changement de niveau, de regard, d'écoute, tout ce que aujourd'hui j'enseigne, ça vient de lui. La première fois que donc on a fait, c'était un stage qui durait une semaine. Donc c'était intéressant parce que même si on n'était pas pris, pendant une semaine, on travaillait avec lui et sa femme, mais oui, c'était passionnant. Et donc, les premières choses qu'on faisait, c'était manipuler les marionnettes. Moi, je prenais la marionnette. C'est une marionnette un peu type bunraku, grande comme ça, que je manipulais comme ça. Je tremblais, etc. Donc, je n'arrivais absolument pas. J'étais fatigué, j'avais mal partout. Donc, il m'a dit, bon, bah, assieds-toi. Donc, je me suis assis, j'ai mis la marionnette sur mes genoux. Et là, ça allait un tout petit peu mieux, ça tremblait un peu moins. Je essayais de la regarder, elle essayait de me regarder. Bon, et puis comme ça allait mieux. Après, il y avait un travail de sculpture. Il fallait sculpter. Moi, j'avais jamais sculpté de ma vie, donc bon, bah, j'ai fait un truc. Mais il avait quand même dit un truc. Il a dit, il faut que ça soit organique. Donc j'avais essayé de faire quelque chose d'organique. Il a dit, c'est pas terrible, mais c'est organique. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis après, il y avait aussi de la danse. Il y avait de la danse. Alors là, bah, j'essayais de compter parce qu'il y avait 4, enfin il y avait 1, 2, 3, 4, 4 2, 2, 3, 4, 2, attends, 1, 2, bon, bref, on passe, bon voilà, donc j'étais très mauvais. Par contre, il y avait, bon, le jeu d'acteur, ça allait, je m'en sortais un tout petit peu, quand même. Mais bon, comme c'était pendant une semaine, on déjeunait ensemble, donc je mettais le couvert, j'aidais à mettre le couvert, j'aidais à débarrasser, je lavais la vaisselle et tout ça, tout ça. Je faisais rire un peu les camarades à droite et à gauche. Et donc, je crois qu'à la fin, Philippe Gentil m'a téléphoné pour me dire qu'il me prenait, mais j'ai toujours pensé qu'en fait, il m'avait pris parce que j'aidais bien à enlever le couvert et à mettre le couvert, ou à l'enlever, à nettoyer, à faire des blagues et tout ça. Et quelque part, c'est pas faux parce que, bon, d'abord, il m'a formé, mais ensuite parce qu'il cherchait des gens qui avait le sens du groupe, qui avait le sens de l'équipe. Ça ne l'intéressait pas d'avoir un type qui était super marionnettiste ou super acteur, parce que d'abord, il fallait que le marionnettiste il soit capable aussi de danser, etc., etc. Donc, il préférait prendre quelqu'un qui était un peu moyen, ou pas très, mais dans lequel il sentait une capacité, une possibilité d'évolution, et puis qui avait surtout, voilà, qui n'était pas, attends, excusez-moi, non, il voulait quelqu'un qui ait le sens de l'équipe, des gens qui aient le sens de l'équipe. Bon, il connaissait Christian, il connaissait Cathy. Avec Cathy, on avait des petites tensions comme ça, mais bon, ça fait partie du sel de la terre. Et d'où il tirait tous ces enseignements, lui? Est-ce qu'il avait été lui-même formé? Ou est-ce que c'était son parcours qui l'avait amené à définir ce langage et cette manière de penser la marionnette? Je crois que Philippe était autodidacte. Ce qu'il avait depuis le départ, c'est une capacité manuelle de sculpture très fort. Il y a des photos de lui là, dans son livre, On peut le montrer comme ça. paysage intérieur, voilà, qu'on trouve plus d'ailleurs en librairie quasiment, mais il y a comme ça une, je sais pas si, ah oui c'est ça, voilà, je sais pas si on voit comme ça, je sais pas si on voit, mais bon voilà, il y a une photo de lui, donc il a à peu près 5 ans. Attends, fais voir. Ah non, il est un peu plus âgé quand même. Il est un peu plus âgé. Mais voilà, il a le premier prix du Figaro de sculpture de bord de plage, Dans le etc. sable. Voilà, de sable. Bon, c'est de sable, mais là, c'est encore naturel. Il est encore écologiste. Mais plus tard, il le sera moins, mais il sera avec l'air de son temps. Donc, il a un talent inné de sculpture. Il a un rapport à la matière qui est exceptionnel. Alors, est-ce que l'incident de la mort de son père, dont il s'accuse, son père mourant dans un accident de ski, et son inconscient s'accusant d'avoir voulu se débarrasser de lui, alors que, a priori, c'est pas vrai. Enfin, bon, symboliquement, etc. Est-ce que c'est ça qui, après, a
entraîné Philippe dans la marionnette. En tout cas, ce qui est tout à fait possible, c'est que ce choc l'a un peu emmuré, l'a un peu introverti. Certainement pas déjà un enfant très expressif, très extérieur, etc. Je pense qu'il devait déjà être un peu... Mais la mort de son père l'a certainement refermé. Et après ça, avec cette histoire avec sa mère qui lui cache la mort de son père, etc. Donc probablement que son moyen de communication, ça a été à travers la sculpture, les dessins, la caricature, la fabrication de marionnettes. Il faisait des petits pantins, etc. Il dessinait beaucoup de caricatures qui faisaient beaucoup rire ses camarades. Il aimait bien croquer les professeurs, ses camarades et tout ça. Et puis ça a développé son côté plastique. Et ensuite, il a quand même réussi à avoir son bac et tout ça, et puis il a fait les arts graphiques, et puis juste avant de rentrer dans la vie professionnelle, il s'est dit, bon, je vais faire un tour du monde, je vais essayer de rencontrer des gens avant de me lancer, parce qu'après, je ne pourrais plus. Et donc, il a eu l'intuition que c'était avec justement ce qu'il savait faire, c'est-à-dire fabriquer des marionnettes. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est... je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché le fait de la marionnette. Je pense qu'il avait vu de la marionnette. Quand même, une de ses premières marionnettes sont les marionnettes à fil. Donc, il avait certainement dû voir des marionnettistes à fil. Il avait lui-même donc fait une marionnette à fil, mais je pense qu'il l'avait fait de ses mains sans savoir exactement comment la manipuler, et puis il a appris à la manipuler. Et il y a 1 an et demi maintenant, c'était donc en 2025, Philippe avait été invité à Charleville-Mézières pour un festival qui s'appelait Cinéphile, qui est un festival autour de la marionnette, cinéma et marionnette. Et ils ont fait une surprise, c'est qu'ils ont retrouvé dans les archives de l'INA un film qui a été fait sur Philippe juste avant son départ autour du monde, et où le réalisateur a filmé quelques images d'Alexandre, c'était sa marionnette avec laquelle il est parti, il s'appelait Alexandre. Voilà, donc il montre quelques images d'Alexandre qui joue avec un papillon, c'est très connu, très célèbre à l'époque. C'était très mauvais. Je veux dire par là que quand Philippe a vu ce film, donc en 2025, c'est-à-dire qu'il avait 80 et quelques années, en se voyant donc 60 ans après, il s'est tourné vers moi et puis il m'a dit mais qu'est-ce que c'est? C'est mauvais, c'est nul. Il faut arrêter. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Non, c'est une pièce d'archive, mais c'était très mauvais. Et la manipulation n'était pas extraordinaire. Comme l'a dit Monique Chegam, qui a bien connu Philippe à ses débuts, et qu'il faudra un jour interviewer, bien sûr, Monique, il ne faut pas la manquer, Monique Chegam. Monique disait que c'est avec les autruches que Philippe, finalement, s'est forgé. En fait, Philippe lui-même ne s'est jamais considéré comme un pédagogue. C'est quelqu'un qui, poussé par les nécessités de création, s'est mis à trouver des formules pour lui-même voir comment fonctionne la marionnette. Mais oui, bien sûr, venant de la danse, de la chorégraphie et de la danse, l'a énormément aidé. Mais même avant que Méhui n'intervienne dans les autruches, il avait quand même, avec la marionnette à fil entre autres, il avait quand même une certaine maîtrise, une très grande maîtrise. Et quand il manipulait par exemple le Pierrot, c'était remarquable, donc il avait fait des progrès, et je crois qu'il a fait des progrès en autodidacte. Alors il raconte dans ce livre qu'à un moment il avait fait cette marionnette à fil, Alexandre, et qu'il avait été voir un dénommé Valdès, qui était un grand maître ou en tout cas un grand marionnettiste à fil de l'époque, et que le gars ne parlait pas beaucoup, mais avait pris des ciseaux et avait coupé la moitié des fils de la marionnette d'Alexandre en lui disant il y a trop de fils, voilà, ça t'as pas besoin. Philippe est reparti avec sa marionnette et ses fils coupés.
Mais c'était probablement très juste ce qu'il avait dit. Fait, peut-être pas, mais en tout cas, c'était très juste. Et puis, bon, voilà. Donc, Philippe, il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Et c'est ça aussi qui fait que il n'a pas de tradition. Et donc, il la brise, la tradition, il la crée. Ou en tout cas, il apparaît comme Bob Wilson, par exemple, est apparu dans le théâtre visuel, comme Cantor, comme tous ces gens-là. Ils n'ont pas forcément de formation de la marionnette, ils n'ont pas de formation dans le théâtre, mais ils viennent de l'architecture, de la peinture, souvent quand même de ces domaines-là, de la sculpture. Je pense à Bakshas, par exemple. Bon, c'est aussi de la peinture aussi, il est aussi peintre. Lui, je pense à Krimov aussi, en Russie, qu'il faudrait que vous interviewez un jour, mais ça, c'est un grand mais du théâtre. Bon, il utilise quelquefois de la marionnette, mais Krimov, qui est maintenant à New York, qui s'est exilé suite aux affaires, à la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, Dimitri Krimov, il s'appelle. Donc, pour revenir à Philippe, il s'est fait tout seul. Et il était très directif à ses départs, à ses débuts. Il était très directif. D'abord, il travaillait tout seul. Ensuite, il a travaillé avec des partenaires qui dirigeaient. Ensuite, il a travaillé avec Mary Underwood, qui était plus pour le mouvement. Et donc, il a effectivement appris un peu avec Mary la question des contes, parce que lui aussi, il était comme moi, il ne connaissait rien aux histoires de contes. Et donc, petit à petit, il s'est formé et grâce à Mary et grâce à d'autres personnes, il a commencé à passer d'une direction très autoritaire, très dictatoriale, enfin dictatoriale, n'exagérons pas, mais très, on va dire, verticale. Il est petit à petit passé à une direction plus collégiale, plus horizontale. Et il a commencé à découvrir les vertus de l'écoute. Mais voilà, donc il n'avait pas de formation, si ce n'est que sa propre formation. Et après, il a vu les règles, comme disait Monique, dans les autruches, il faut que tu aies des points fixes, il faut que tu aies des arrêts, il faut que tu aies des impulsions, il faut que tu aies des suspensions, il faut que tu aies une écoute de groupe, etc. etc. Donc, c'est ça qu'il a formé. C'est la pratique qu'il a formé. Lorsqu'il a eu son AVC en 2011, il a arrêté son activité pédagogique en disant « Moi, je suis d'abord et avant tout un créateur, et donc je mets entre parenthèses la pédagogie. » Et il nous a laissé, nous qui travaillions avec lui à l'époque, en tant qu'assistant, comédien, danseur, il nous a laissé développer sa pédagogie. Et j'aimerais bien que tu nous parles du rapport avec sa femme. Est-ce que sa femme, elle est importante? C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens de cette génération, l'homme porte le nom public et derrière, il y a un travail collectif, ou est-ce qu'elle avait elle-même une vie? Est-ce que c'est une création commune? Est-ce que derrière un nom se cachent deux personnes? Oui, non, derrière un nom se cachent deux personnes, oui, complètement. Mais oui, d'abord, Mary est élevée, d'après moi, hein, est élevée dans une tradition où la femme ne se met pas en avant. Elle est en retrait, elle est en suspension, elle est en soutien. Elle ne se met pas en avant, elle ne brille pas. Elle brille par l'absence et par le travail souterrain qu'elle fait pour que l'homme ou le numéro, ou là dans l'art théâtral, ou que la pièce brille. Elle n'est pas là pour briller. Donc, mais oui, même dans les dernières années, ou sous l'impulsion, entre autres, de Samia Doukali, qui était administratrice de la compagnie et qui a, dans les années 2000, qui a voulu vraiment mettre en avant le nom de Mary Underwood, et puis Nancy Rusek aussi, chorégraphe, danseuse.
Et on continue d'ailleurs à mettre en avant le nom de Mary. Et je me souviens que Mary était un tout petit peu mal à l'aise avec ça, parce que c'est pas dans sa culture, c'est pas dans sa tradition. Elle a été élevée comme ça. Et, cependant, elle est d'une haute exigence, d'une haute éducation qui fait que. Et puis, il y a eu une rencontre entre eux deux et ils ont une alchimie extraordinaire. Ce que pense l'autre, l'autre le pense aussi. Ce que l'un ressent, l'autre le ressent aussi. Ils sont à l'autre bout de la terre et il y en a un qui est malade, l'autre est malade aussi. Enfin, ils ont une connexion l'un avec l'autre et encore aujourd'hui, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre et ils vivent toujours ensemble. Enfin, c'est une histoire très forte. Mais oui, était plutôt celle qui était plutôt dans les comptes, mais pas les comptes financiers. Enfin, quoique, je pense aussi qu'elle était aussi dans les comptes financiers d'ailleurs. Mais disons que moi, je ne l'ai pas connue vraiment là-dessus, puisque moi, c'était plutôt sur le plateau. Donc, dans les comptes, c'est elle qui mettait la. C'est Philippe qui choisissait les musiques. Souvent, c'est lui qui était responsable de l'univers musical. Mais oui, c'est elle qui déchiffrait les musiques, c'est elle qui. Et qui aussi gérait l'emploi du temps des répétitions. Même si c'était fait en concertation avec Philippe, à un moment, c'est elle qui disait non, là, faut s'arrêter, là, il faut. Non, enfin voilà. Donc, elle était importante à ce niveau-là. Elle était importante au niveau. À un moment, elle laissait Philippe faire, et puis à un moment, elle disait non, Philippe, non, ça non, ça oui, ça non. À la fin, c'est elle qui, quand même, signait quelque part quelque chose. Et Philippe l'écoutait quand même. Il écoutait. Non, non, elle était très importante. Quelqu'un disait un jour, mais c'était pendant un stage, elle disait, toi, Philippe, tu sais quoi dire, mais oui, c'est comment le dire. Et je pense que Mary savait aussi quoi dire, mais c'est sûr qu'elle savait comment le dire. Elle avait une très grande écoute, un très grand respect, une très grande attention aux êtres humains, à chacun et à chacune. Chose qu'avait Philippe de façon indirecte, et disons peut-être sous l'influence de Philippe et de Mary, pardon. Sous l'influence de Mary, il a réussi à comprendre qu'il fallait avoir un rapport aussi attentionné à la personne et pas seulement à l'artiste. Alors, je pense à ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Philippe Gentil. Est-ce que tu peux nous faire un petit... je sais que c'est difficile, mais en 1-2 minutes, qui c'est, que représente sa compagnie, la portée internationale, pour remettre un peu le contexte? Donc Philippe Gentil, il naît en 1938, donc vers 1958-60, il va devenir marionnettiste, il se fait financer un voyage par l'UNESCO et il part, il fait pendant 4 ans le tour du monde où il va collecter, il fait des interviews, il regarde les spectacles et il fait une sorte d'anthropologie de la marionnette dans les années, début des années 60. Il rencontrera Margareta Nicolescu, il rencontrera tous les marionnettistes qui après ont fait les beaux jours du théâtre de la marionnette. Et il s'arrête pendant 1 an où il est très influencé par le bunraku, cette technique de marionnette japonaise. Et ensuite, il reviendra en France, il créera sa compagnie, la compagnie Philippe Gentil, qui est une SARL et non pas une association. Et puis, avec Mary, il crée cette compagnie avec Mary. Et puis, ensemble, ils vont créer d'abord des numéros de cabaret. Pendant son tour du monde, il avait un peu fréquenté le cabaret, puis les petites filles, il allait jouer un peu à droite ou à gauche où il pouvait, dans des théâtres aussi, mais enfin, là où il pouvait jouer. Et, non, là, et donc quand il revient en France, c'est plutôt les cabarets. Et là, avec un numéro très connu qui s'appelle Les Autruches, il a vraiment boosté, ça a permis le décollage de la compagnie Philippe Gentil. Donc il créait un numéro, et après il en crée un deuxième, puis il en crée un troisième, puis il en crée un quatrième, et sous l'impulsion de Paulette Dinalix. Paulette était une danseuse de l'Opéra de Paris, et Paulette l'a introduit dans le monde théâtral, dans le monde parisien,
Et donc, sous son impulsion, il est allé petit à petit vers le théâtre. Et au théâtre, ses premiers spectacles, c'était des spectacles donc à sketch, qui venaient d'ailleurs du cabaret. Et puis petit à petit, jusqu'aux années 80, jusqu'en 88 ou en 88, à l'occasion de sa première création qui s'appelle Dérive, qui était sa première création dans le sens où c'était une histoire complète de théâtre. Alors qu'avant, tous ces autres spectacles, Facétie, Rond comme un cube, Désir parade, étaient des numéros à sketch. Et Sigmund Follies aussi. Et Sigmund Follies s'est trouvé effectivement cet embranchement-là en 83-84. Et là, c'était lui qui avait créé cette petite forme pour lui et sa femme, qui était un numéro à texte. C'était un spectacle à texte. Mais sinon, à part ça, ça durait 40 minutes. Mais à part ça, les autres spectacles, c'était... Voilà. Bon, alors, si on veut résumer, pour parler de Philippe Gentil en 1 ou 2 minutes, disons que c'est un homme qui a réussi à tirer la marionnette en dehors du monde de l'enfance pour s'adresser à l'enfant qui dort dans chacun d'entre nous, ou qui sommeille, ou qui veille à l'intérieur de chacun d'entre nous, jusque les personnes âgées. Et qui a tiré donc la marionnette vers le grand public et qui a ouvert le champ de la marionnette aux arts de la danse, aux arts du théâtre, aux arts du geste, et qui a mis en évidence l'importance de la scénographie, comme de la musique, comme des accessoires, des lumières, comme des éléments de langage de théâtre visuel qui ont fait de ces spectacles, toujours reconnaissables, des spectacles visuels et plus que marionnettiques. À la fin, d'ailleurs, dans ces derniers spectacles, il n'y a plus de marionnettes, ou quasiment plus de marionnettes. Il y a une marionnette qui dure 1 minute, et puis c'était tout. Mais il y avait quand même, voilà. Donc il y a une vision d'une conception théâtrale qui fait que l'expression théâtrale passe par le visuel et par l'articulation des différents espaces scéniques. Et l'acteur y est pas plus important que la lumière ou que le son, ou que la scénographie. Voilà. Et d'un point de vue pratique au niveau de l'international, parce que la compagnie, elle a beaucoup tourné à l'international et toi aussi, comment cette dimension s'est créée et comment... Parce que ça fait partie des Français, des artistes français connus et reconnus à l'international. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Comment il y a le Tour du Monde qui peut-être explique un peu déjà une attache. Ouais. Il y a le Tour du Monde, mais il y a ça, c'est quand même un gros point, mais il n'y a sans doute pas que ça. Il y a le fait que donc il y a un manque de communication. Il y a une absence de communication verbale avec les autres, puisque après la mort de son père, lorsqu'il a 6 ans, de 6 ans jusqu'à 20 ans, mais oui, il raconte que quand elle a rencontré Philippe, c'était un peu un ours quelque part. Hein. Donc, elle le rencontre dans les années vers 64, donc il a 26 ans. Hein. Donc, pendant toutes ces années, il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas autiste, il n'y a pas de désintégration psychique, non. Mais il y a quand même une atteinte, il y a quand même quelque chose qui... Mais c'est par le dessin, mais c'est par la sculpture qu'il s'exprime. Et donc, c'est de là que vient le fait de... ça vient d'une sorte de traumatisme, si je puis dire, d'enfance, conscient, inconscient, je ne sais pas, qui fait qu'il s'exprime, il garde le contact avec les autres à travers la matière. Et c'est à travers ces spectacles sans parole qu'il va continuer à dialoguer avec les autres et à travers le public du monde entier. Parce qu'effectivement, on n'a pas la barrière de la langue. Probablement que certains producteurs, tourneurs étrangers ont été impressionnés par le fait été débarrassés, entre guillemets, de la question de la langue. Mais Philippe n'a pas pensé faire un spectacle visuel pour tourner à l'étranger. C'est parce qu'il faisait des spectacles visuels qu'ils ont pu tourner à l'étranger. Ce n'est pas pour tourner à l'étranger qu'il a fait des spectacles visuels. Les spectacles de cabaret, bien sûr, ça par contre, il savait, de toute façon. Mais là, pareil, c'est parce que c'était sa forme. Il aurait pu faire du stand-up, parler. Voilà, il y en a d'autres qui ont fait des carrières formidables.
en parlant, hein. Je pense à Raymond DeVos, etc. Bon, alors bien sûr, ils sont peut-être moins connus. Et puis il y a des gens, des chanteurs qui sont très connus aussi à l'étranger, peut-être même plus que Philippe Gentil, et qui sont chanteurs français, françaises, etc. Donc voilà, lui, c'est simplement parce que son moyen de communication, c'est la matière, c'est le visuel, c'est la forme, et c'est ça qui va continuer à... Il passe du plan des deux dimensions, pardon, les deux dimensions à trois dimensions, à l'espace, et c'est comme ça qu'il va continuer à dialoguer avec le public du monde entier, et où chacun va pouvoir lire des choses différentes selon ses cultures, parce que ce dont il parle est lié avec des choses qui ne sont pas forcément du domaine du verbal, mais qui sont plutôt préverbales. Par exemple, des besoins, des demandes, des pulsions, qui sont des choses qu'on pourrait retrouver un peu dans pas mal de cultures. Et ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, donc, il est atteint il a un AVC, et l'AVC va briser en quelque sorte surtout la question du langage verbal, quoi. Et donc finalement, en 2011, il rejoint un peu ce qui s'est passé lorsqu'il a 6-7 ans, à savoir ce traumatisme de la mort de son père, qui probablement bloque son évolution au niveau du langage verbal. Et là, en 2011, le langage se rappelle à lui et lui dit tu m'as snobé pendant, pendant 40 ans, moi je vais te faire un petit coup. Et aujourd'hui, Philippe, c'était un AVC très dur, très profond, mais il s'est battu comme un diable, comme un lion, et il continue à se battre comme un lion. Il a 87 ans et il continue à se battre comme un lion pour continuer à vivre dignement, et il a soif de faire des nouvelles créations. Mais hélas, l'AVC a profondément diminué, et ça a diminué les capacités de langage, et aussi peut-être probablement aussi des notions de concepts qui vont avec. C'est pas que le langage, c'est aussi la pensée, quoi. Alors, juste un petit... est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, comment ça s'est organisé à une époque où tu tournais beaucoup avec la compagnie, ton emploi du temps sur une année, combien d'années avant tu savais où est-ce que tu partais, pour combien de temps? Oui, Tu peux choisir une année oui, ou oui. générale. Non, mais disons, on savait quelques mois avant, on savait qu'on allait tourner. Par exemple, quand j'ai commencé Dérive en 1988, à l'époque, c'était Marie-Pierre Paillard, une société qu'elle avait montée qui s'appelait MPM, qu'elle avait montée avec son mari, Millet, il s'appelait. Et donc, on savait dès le départ, on avait quand même 14 mois de répétition. Si ce n'est 16, mais disons que dans les 16 mois de répétition de Dérive, on a eu 2 mois à peu près de vacances, à peu près. Donc, on savait que pendant cette période-là, on savait qu'on allait répéter tout ce temps. On savait qu'on allait jouer au Théâtre de la Ville, et on savait qu'on allait tourner. Et le planning était déjà plein pour la saison. C'était à l'époque, c'était en 89, donc la saison 89, 90, 90, 91 était déjà pas mal constituée. Et puis plus ça allait, plus ça se remplissait. Donc, grosso modo, dans cette période-là, dans ces années-là, on savait quelques mois auparavant qu'on allait tourner, et tourner assez intensément. Moi, j'étais célibataire, donc ça ne me dérangeait pas trop. Pascal aussi. Cathy et Christian étaient un couple. Ils venaient d'avoir Marie, leur enfant, au moment où on a commencé à répéter Dérive. Donc, ils ont fait la tournée avec Marie. Marie
Et donc, il faisait la tournée aussi avec Nounou. Il y avait la Nounou. Donc, on était dans la voiture, on était 5, plus Marie, 6, plus la Nounou, 7. Et voilà, Et vous étiez payé comment? on était payé ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours les cachets. On avait été payé en répétition aussi. On avait eu bon, là, on était mensualisé. Les premiers mois, on avait eu, je crois, Marie-Pierre avait réussi à faire une sorte de contrat avec, à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi, une sorte de stage de formation pendant 3 mois. Et puis après, on a été déclaré par la compagnie, mensualisé. Et puis après, quand on est parti en tournée, on avait, je crois qu'on était au cachet, il me semble. Et puis, par exemple, quand on a fait Cargo 92, qui était le bateau qui est parti en Amérique du Sud, on a fait le tour d'Amérique du Sud, on savait que c'était 6 mois. On avait une tournée en Australie, enfin, ou 6 ou 4 mois, pardon. En Australie aussi, on savait qu'on avait 4 à 6 mois. Donc, on le prévoyait dans nos emplois du temps. Euh, euh, on savait qu'on arrivait pour repartir quelques temps après. C'était le jeu. Et puis, moi, assez vite, j'aimais quand on restait dans les théâtres, quand on jouait une séries, j'essayais de contacter les théâtres pour faire des stages, pour essayer de faire des stages payants ou gratuits, pour un peu créer des liens avec les théâtres et les gens, les publics auxquels on allait. En Australie, c'est en Australie que je crois que j'ai commencé vraiment à donner des stages et donner des stages pour diffuser un peu ce qu'on avait appris avec Philippe au niveau de la manipulation de matériaux, de notion d'espace et tout ça. Cargo 92, vous étiez parti avec, il y avait qui avec vous? Il y avait la Mano Negra, il y avait Philippe Découfflé et DCA, il y avait et il y avait bien sûr le Royal de Luxe. En fait, on est parti à 4. Le Royal, Mano Negra, DCA et Gentil. Et nous, on était l'équipe la plus petite. On n'avait qu'une tonne de matériel. Les autres équipes avaient plusieurs tonnes de matériel. Donc nous, on était un peu, on faisait des sauts de puce. On avait été aussi à Cuba. On avait été en plein pays d'Amérique centrale. Alors que les grosses, voilà, le Royal, ils avaient fait que certaines villes, certains pays, pas tout. Pour des questions financières aussi, ça s'était un peu limité. Donc voilà, et c'était très très sympa. Il y avait une mixité, il y avait un mélange. Enfin, après, il y a eu des échanges, il y a eu entre les équipes, particulièrement entre la Mano et DCA, pardon, entre le Royal et DCA. La Mano et DCA aussi, je pense, quelques-uns. Ils jouaient parce que quelquefois ils accompagnaient, enfin, ils jouaient sur la même scène en tout cas. Le grand livre de l'histoire de France, le Royal avait ramené la véritable histoire de France. Le livre se fermait et après, l'équipe la Mano pouvait chanter dessus plus ou moins. Est-ce que vous vous considériez comme marionnettiste, Royal? Est-ce qu'il y avait des différences de point de vue sur votre art? Est-ce que les artistes de Royal se considéraient comme marionnettistes? Est-ce que vous échangiez par rapport à ça? Non, on n'échangeait pas, mais je crois qu'ils se considéraient plutôt comme des artistes de rue, je pense. C'était des artistes de rue. Donc c'est plutôt des comédiens, je pense. C'était aussi le début de la danse, que des danseurs, danseuses allaient un peu, faisaient des spectacles de rue aussi, ça commençait. Aurillac et tout ça. Donc, mais je pense qu'ils se considéraient plus comme des artistes de rue. C'était plutôt, voilà, on était plutôt dans la lignée d'Archaos. Bon, bien Archaos, c'était des artistes de cirque. Mais tout ça, c'était un peu la zone, c'était un peu. Et Philippe Gentil, à cette époque, il se considérait vraiment marionnette? Ah oui, oui, enfin, Philippe, lui, il se considérait, tout le monde disait qu'il était marionnettiste, donc oui, enfin, il se considérait. Mais Philippe, à partir du moment où il a commencé le théâtre, Gérard Violette, le directeur du théâtre de la ville de l'époque, lui disait, mais je sais pas où te mettre, je sais pas dans quelle catégorie te mettre.
parce que c'était de la danse sans être tout à fait de la danse, c'était du théâtre sans être tout à fait du théâtre, c'était de la marionnette, mais pas que de la marionnette, c'était pas du cabaret, c'était pas du... Enfin, c'était un mélange, bon, il savait, bon, c'était un peu inclassable. Et lui se considérait dans un film qui s'appelle L'Attrape-Rêve, qu'on trouve sur Internet. À un moment, il dit, il se qualifie de rêveur. Voilà, donc c'est avant tout un rêveur qui est doué de ses mains, qui transforme tout en or et qui échappe à toute définition. Après, c'est les autres qui le définissent. Lui, il écrit, il crée, et puis après les gens disent « Ah oui, ah, vous êtes marionnettiste ». Par exemple, en Australie, ils trouvaient qu'il était magicien. Magicien, le retour du grand magicien. Bon, non, je ne suis pas magicien. Enfin. Après, nous on sait toujours, enfin, pour les comédiens en tout cas, et je pense, enfin, nous, on se disait comédien. Moi, je me disais comédien. Et après, j'ai dit un peu comédien, enfin, maintenant, je dis un peu comédien manipulateur, parce qu'on était effectivement, on manipulait effectivement. Après, parfois, on dit marionnettiste. Parfois, je dis comme comédien marionnettiste, ou parfois, je dis marionnettiste, mais c'est pas tout à fait juste. Dans le fantasme du marionnettiste, c'est celui qui... Philippe est un marionnettiste, c'est-à-dire qu'il fabrique sa marionnette, il écrit son histoire, il l'interprète, il la met en scène aussi d'ailleurs. Bon, il fait tout, quoi. Il fait tout. Pour le bien comme pour le pire, hein, d'ailleurs. Et je pense que à l'époque, enfin, la tradition, c'était un peu ça, et le fils, enfin l'homme, je veux dire, le fils prenait le relais du père, ou le père, ou le fils, en tout cas, faisait ce qu'il pouvait, et puis il embauchait sa femme quand elle avait fini de faire la vaisselle, ou je sais pas quoi, quand elle avait fini de faire la cuisine, allez hop, tu viens parce que j'ai besoin d'un coup de main. Et donc, en tout cas, le marionnettiste, Philippe, bon, je pense que Philippe est un marionnettiste, c'est-à-dire il conçoit la marionnette, il la fabrique, il la manipule, il la met en scène et il la manipule. Donc, il l'habille presque. Bon, après, il y a toujours des aides autour de lui, comme Mary était très responsable des mouvements, de la chorégraphie, toujours en respectant les mouvements des interprètes, et aussi des costumes. Et elle faisait une partie des costumes, pas tout. Après, ils ont délégué à quelqu'un, mais elle faisait beaucoup les marionnettes, les costumes des marionnettes. Parce que Charline, enfin, c'était Annick Baudelin qui a fait la majorité des costumes de la compagnie. Annick n'aimait pas trop faire pour les marionnettes. Elle faisait les costumes avec trucage et les costumes des gens. Mais oui, faisait, et elle était très bonne couturière aussi, et Monique aussi faisait les costumes. Voilà, et donc Philippe, il est marionnettiste. Nous, on est comédien manipulateur. Et avec les écoles, comme Charleville-Mézières par exemple, les SNAM, on forme plus en fait, des comédiens. En vérité, on forme quand même quasiment plus de manipulateurs que de véritables marionnettistes. Il y en a quelques-uns. Je pense que par exemple Ingvild peut être considérée, Ingvild Aspelli, comme une marionnettiste, dans la mesure où elle fabrique elle-même les marionnettes, elle les manipule, etc. Nous, on est comédiens et puis on manipule. Bon, voilà. On n'a pas fabriqué les marionnettes. C'est bien qu'on sache comment elles ont été faites, c'est bien qu'on voit comment ça a été fait, c'est bien qu'on ait participé, parce que si autour du monde, on est à l'autre bout du monde, qu'elle se casse, on peut la réparer. On n'est pas forcé de faire appel à un plasticien pour réparer. Mais voilà, donc on se considérait plutôt comme comédien ou danseur ou mime. Un véritable, enfin, en tout cas, le seul interprète qui est sorti de l'école de Charleville-Mézières, de l'ESNAM, c'était Nicolas Goussef, qu'il faudra interviewer, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Pas encore, Nicolas, il a un tas de choses à dire. Nicolas Goussef, c'est le seul qui ait fait l'école de Charleville, de toute la clique. La première promotion, il a fait.
Peut-être, tu as peut-être raison. Oui, 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 je crois. Ou si ce n'est, oui, la première ou la deuxième. Je ne sais pas. Mais enfin, une toute première. C'est peut-être la première, tu as raison. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de formation, parce que comme tu l'as dit, tu as un grand parcours de formation. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Qu'est-ce que tu transmets si tu es, toi, comédien manipulateur et comment tu te situes à l'intérieur de ça en tant que formation? C'est-à-dire, quelle technique tu transmets ou quel art tu transmets Moi, j'avais un professeur de théâtre dont je parlais tout à l'heure, Edgardo Luzzi. Quand il nous parlait théâtre, on sentait qu'il nous parlait vie, en fait. Ce dont il nous parlait, c'était du théâtre, mais on sentait que derrière, il parlait d'une manière d'être au monde. Et nous, ce qu'on transmet, je dis nous parce que Nancy Ruzek, avec qui je... C'est le binôme. Voilà, on est en binôme, comme Mary est avec Philippe, Nancy est avec moi, entre guillemets. Bon, en tout cas, au niveau professionnel, pas dans la vie personnelle. On dit souvent que ce qu'on transmet, c'est une manière d'être. Philippe et Mary sont des gens qui sont d'une générosité infinie. Je crois qu'ils ont... Je crois que Mary l'avait un peu de façon un peu innée. Philippe, il l'a petit à petit découvert et mis en place. C'était pas évident pour lui. Et ils nous ont donné, surtout lors des stages, mais aussi lors des créations, c'était la générosité, une générosité sous toutes ses formes. Et finalement, c'est une façon d'être plutôt que de faire. Et donc, quelque part, ce qu'on essaie de transmettre, c'est une manière d'être. Et c'est une manière d'être voilà, qui repose sur la générosité, sur l'écoute, sur le dialogue, bien sûr sur une certaine exigence. Voilà. Sur une exigence artistique, une probité intellectuelle, une rigueur aussi, mais surtout une façon d'être. Et cette façon d'être, elle impacte donc le rapport aux êtres, aux choses, aux situations. Par exemple, cette question des allers-retours entre ce qu'est l'écriture, on dit que le théâtre, c'est un art à deux temps. Celui de l'écrivain, seul dans sa chambre, qui écrit sa pièce. Et Philippe est comme ça aussi. Il écrivait, ses pièces sont très écrites en vérité, même s'il n'y a aucune parole sur scène, mais elles sont très écrites. Donc, et puis, après, le moment où on est sur scène et où là, il y a différents corps de métier, il y a les comédiens en chair et en os, il y a les danseurs, il y a les susceptibilités, il y a les raccords, il y a le costumière, les costumes, etc., etc. Donc, il y a vraiment deux temps. Et puis, il y a le public, et tout ça. Donc, voilà, il y a même plein de temps, il y aura encore plus que deux temps. Mais bon, voilà, donc on est dans cette temporalité-là, et forcément, on est dans des questions d'aller-retour. C'est-à-dire que, à la différence peut-être d'une certaine conception du théâtre qui voudrait qu'il y ait l'auteur qui écrit sa pièce, et puis il faut monter sa pièce, et en plus il a mis les didascalies, là on est plutôt dans un échange perpétuel, dans une sorte d'aller-retour entre une écriture plateau, mais une écriture à table, etc. C'est des allers-retours, va sans cesse entre l'écriture, la marionnette, les acteurs, la musique, la scénographie, et tout ça dialogue les uns avec les autres, entre le metteur en scène, les interprètes, qui font part de leurs difficultés, qui montrent leur talent à manipuler, etc., qui donnent des idées à Philippe et à Mary, qui profitent de leurs improvisations pour réécrire leur propre scénario, ou pour mettre en forme ces différentes propositions lors des impros.
et revenir après au sein de l'équipe pour dire, voilà, on a pris de Pierrick telle chose, on a pris de Nancy telle autre, on a pris de Stéphane ceci, de Sébastien, pardon, et qu'on a mis tout ça ensemble. Et donc, Pierrick, tu vas faire aussi cette partie de Sébastien. Sébastien, tu prendras ce rôle-là, etc., ou cette partie-là, donc dans la chorégraphie, etc. Donc, il y a toujours une sorte d'échange. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre. C'est cette. Alors, bien sûr, il y a un peu de technique, mais comme le disait le coq, la technique, bon, on l'apprend en une journée ou deux ou trois, et puis après, c'est l'esprit de la technique. Et puis la technique, Philippe, il essayait d'enseigner l'esprit de la technique. Après, chacun doit développer sa propre technique. Et puis, il n'y a pas une référence. C'est plutôt apprenez à vous connaître et apprenez à connaître votre façon de procéder. Et, et ce que je vous montre, c'est, bon, nous, comment on a fait. Si ça marche pour vous, tant mieux. Si ça ne marche pas, faites autre chose. Les règles sont faites pour être enfreintes, c'est toujours ce que disait Philippe. Et l'important, c'était plutôt de découvrir son propre chemin, son propre cheminement. C'est en ça que la formation, elle est là pour accompagner les gens à découvrir leur propre processus de travail et de création, et de leur fournir quelques éléments techniques pour aider à suppléer quelques manques d'inspiration. Quand il y a des manques d'inspiration, à ce moment-là, peut-être qu'on peut un peu s'appuyer sur la technique pour essayer, en attendant que l'inspiration revienne. Donc, bien sûr, on est obligé, pour des questions aussi administratives, des questions de tuteurs, enfin les instituts, si tu dis aux instituts, bah nous, à quoi vous formez? Bah, on forme à la générosité. Ils vont te regarder, dire oui, bien sûr, vous formez à la générosité, oui, bien sûr. Très intéressant. Et ça rapporte combien? Ou ça coûte combien? Quel est votre programme? Ah bah, voilà, ils vont demander des choses concrètes. Donc, et donc, voilà, ce qu'on enseigne comme ça, il faut après le disséquer, l'analyser et se dire, ah bah oui, finalement, ce sur quoi on porte notre attention, pardon, c'est sur le regard, c'est sur bon, l'écoute, les immobilités, les suspensions, les changements de direction, les changements de niveau, la conviction. Donc, voilà, au début, c'est tout un package. En fait, c'est livré. Et après, tu commences à le disséquer parce que tu as des institutions qui vont te dire, les gens qui fournissent, qui financent les formations, ils n'ont pas envie de financer le savoir-être généreux, savoir écouter, amour, tout ça. Ils vont dire, mais attendez, oui, ouais. Et c'est pour ça qu'on donne de l'argent? Non, non, on a besoin de. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on essaie de faire sentir qu'est-ce que c'est que la métaphore, quel est le rapport aux matériaux, comment les matériaux, par exemple du papier ou des choses, et l'espace, comment ils ont leur langage et comment on peut se servir de ces éléments, de l'espace, du groupe éventuellement, mais de la matière, des objets, des marionnettes aussi. Comment on peut se servir de ça pour, non pas forcément pour exprimer, alors Philippe disait souvent pour exprimer ses propres conflits intérieurs, comme un reflet, comme l'expression d'un monde intérieur, c'est vrai, mais ça peut être aussi comment essayer de faire parler les choses, non pas à la place des choses, mais les choses elles-mêmes. C'est-à-dire comment donner la parole à l'espace, que l'espace parle de lui-même, ou de l'objet, de la marionnette, ou des matériaux bruts ou transformés. Comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer? Non, on les aide à s'exprimer, mais ce n'est pas forcément nous qui parlons à travers. De toutes les façons, à un moment, il y a une sorte de symbiose qui se crée entre la forme et le fond, entre la matière qu'on utilise et soi, quoi.
il y a un moment, quel que soit le type de marionnette, il y a un rapport qui se crée, qui fait que on s'exprime à travers la marionnette s'exprime à travers soi, et la forme qu'elle a influe sur le fond qu'on distille. Donc c'est un peu tout ça, c'est ça, et finalement, la grande leçon, moi, que je retire de la proximité avec Philippe Gentil, c'est comment la métaphore du théâtre, des éléments de théâtre, des matériaux, me permettent de mieux me comprendre et mieux comprendre le monde, et de prendre une distance avec le monde, de ne pas être collé à ma misère, de ne pas être collé à mes malheurs, de ne pas être collé à la situation, mais grâce à l'expression et à mon rapport avec les matériaux et avec le monde et avec l'espace et avec les autres, comment j'arrive à me distancier d'eux, à me prendre une distance et à regarder avec humour et souvent en dérision. Chez Philippe Gentil, la dérision est très importante, autodérision et dérision. Comment, voilà, prendre... c'est une philosophie de vie, quoi, en quelque sorte. Et c'est quoi ton regard sur la formation de manière générale aujourd'hui? Comment elle est organisée avec ces stages où on essaye de taper le plafond qui coûterait très très cher pour une semaine? Est-ce que tu as un regard là-dessus? Ben, oui. euh, ben, disons que je suis un peu mal placé pour parler de ça, parce que actuellement, nous, on donne des stages qui font entre 1 semaine et 5 semaines. On vise une formation longue de 9 mois, 900, au moins 915 heures. On vise ça. On vise donc à être enregistré au répertoire spécifique de France Compétences, qui est un lourd travail. Avec Nancy. Avec Nancy, oui, c'est ça. Avec Nancy Ruzek, on essaie de faire ça. Mais actuellement, on est encore sous la forme de stages plus ou moins courts, entre 1 et 5 semaines. Il faut voir aussi que la structure de vie, enfin la structure économique et professionnelle de la profession, enfin oui, professionnelle, fait que il n'est pas évident pour un artiste interprète de prendre comme ça un temps de vacances, entre guillemets, de formation pour se former, parce qu'il peut se couper du monde professionnel. Voilà, il n'a pas toujours le temps, et donc avoir une formation de plusieurs semaines, plusieurs mois, peut être inaccessible pour lui. Donc, un stage court peut être intéressant pour lui, pour au moins avoir une base ou avoir une intuition ou goûter un petit peu de la chose en se disant, bon, bah oui, il faudra que j'essaie de trouver quelque chose de plus long, de plus fort, de plus intense dans un second temps. Mais là, au moins, je vois à peu près, non, ça, c'est pas pour moi, ou oui, si, ça, c'est vraiment, ça m'a non plus. Donc, nous, on est pour l'instant un peu dans ces formes de semaines, sous forme de 1 à plusieurs semaines. Et on est plus satisfait par les stages longs de 5 semaines que par les stages courts. Après, c'est pas évident de trouver forcément des gens qui ont cette disponibilité. Moi-même, j'ai suivi des stages courts. Je le regrette pas, pas du tout. J'ai jamais fait de formation longue et intense. Donc, À part à tes débuts. Et... oui, enfin, oui, mais tu sais, ces écoles privées, c'était pas tous les jours non plus. Hein. C'était 3-4 fois par semaine. Pas une demi-journée. Hein. C'était plutôt, voilà, c'était plutôt 4 demi-journées par semaine. Et après, il y avait le café. Oui, mais ça, par contre, c'était tout le reste du temps. Là. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler, dont on n'aurait pas parlé?
Oui. Alors, je sais pas si j'ai quand même beaucoup parlé quand même. Ton actualité? Oui, oui. Ben, aujourd'hui, donc on est en avril 2026. Enfin, moi, je me pose des questions parce qu'on a quand même le bruit ambiant, bruit politique ambiant, semble remettre en question fortement le rôle et le type ou le rôle de certains types d'artistes. Et la nécessité de l'art. Et des fois, je me pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on forme des gens dont les perspectives d'emploi sont quand même fortement limitées? Et puis, et puis quelquefois, je vois un beau spectacle et une belle représentation, et quand je suis en tant que spectateur, que je regarde une pièce, tout d'un coup, je retrouve cette représentation du monde dans lequel je suis. Et là encore, ça crée une certaine distance et ça calme mon anxiété. L'art, je ne sais pas, c'est une fonction de calmer un peu l'angoisse prégnante qui peut nous saisir et qu'on a certainement en chacun d'entre nous face à la complexité du monde, au pourquoi est-ce qu'on est là, à pourquoi la guerre, pourquoi encore les injustices, la misère, la pauvreté, la violence et tout ça qui peut, à force, semer une sorte de bruit intérieur angoissant. Et lorsque une représentation permet de remettre ça de représenter à la conscience cette angoisse, tout d'un coup, ça l'apaise. Et donc, je pense que c'est important de continuer à, à développer son art. Et puis, même si on ne devient pas un grand artiste, en tout cas un artiste de renom, c'est important d'être un artiste au moins à ses yeux et aux yeux de ses proches, si ça peut permettre de soulager un peu cette pression du monde. Voilà. Ouais, il faut beaucoup de foi. Mais je crois beaucoup au cycle. Euh, et je crois que c'est possible qu'on ait vécu un cycle et puis qu'il y en a un autre qui apparaît. Il y a une alternance comme ça entre des moments d'euphorie et des moments de crise. Et nos ancêtres ont connu des moments de crise terribles. Et hélas, je crois que nous aussi, on en connaîtra aussi, et nos enfants aussi. Mais ils connaîtront aussi, je l'espère, des moments de bonheur. Donc il faut continuer à se battre pour l'art, pour l'être humain, pour l'enfant qui pleure et pour les enfants qui pleurent, le monde entier, Est-ce hélas. est-ce que si tu pouvais dire quelque chose à ton enfant, à toi, est-ce que si tu pouvais te parler quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que je me dirais? Ben, on a encore
on a encore un petit peu de chemin à faire ensemble, donc il faut qu'on se serre les coudes, je lui dirais. Il faut que tu continues à me soutenir et moi, je vais essayer de pas trop te casser la figure, quoi. Parce que c'est une lutte, c'est toujours une lutte. Moi, je suis scorpion. Alors, les scorpions, on dit que c'est pas des simples. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, je suis pas très très simple. Donc, moi, mon enfant, depuis l'âge, enfin, depuis très tôt, depuis 8 ans, j'écris. Bon, parfois plus, parfois moins. Et donc, je tiens une sorte de journal comme ça. Donc, c'est un journal que mon enfant a ouvert quand il avait 8 ans, quand j'avais 8 ans. Donc, bon, on n'a toujours pas refermé le livre. Il y a un moment où j'écrivais beaucoup moins. Ben, je faisais plus de théâtre, certainement que ça s'exprimait différemment. Mais... Donc, je suis toujours en dialogue avec lui, mais c'est vrai que je lui en fais voir des vertes et des pas mûres. Et, et par conséquent, il m'en fait voir des vertes et des pas mûres aussi. Enfin, c'est réciproque. Donc, c'est pour ça que je dis que j'espère que quand même il continuera à me soutenir et que moi, j'espère que j'essaierai d'éviter de trop le taper parce que finalement, c'est sur moi que ça retombe. Très bien, tu as quelque chose encore à ajouter? Ben non, faut apprendre à se connaître, quoi. Eh bien, Éric de Saria, merci beaucoup pour cet entretien. Oui, merci à vous et continuez bien et faites plein de belles émissions avec plein de beau monde.